L'envers de l'affaire. Plongé au cœur de la mécanique du crime. L'envers de l'affaire, saison 12. La résurrection ADN de Corrie van der Valk. Épisode 1 sur 12. La dynastie van der Valk. Aux Pays-Bas, peu de noms évoquent autant la réussite que celui des van der Valk. Pendant des décennies, les immenses enseignes au toucan ont bordé les routes néerlandaises comme des symboles de prospérité tranquille. Pour des millions d'automobilistes, les hôtels Van der Valk faisaient partie du paysage. Des bâtiments imposants, des restaurants familiaux toujours pleins, des parkings impeccables, une atmosphère bourgeoise rassurante. Derrière cette image parfaitement maîtrisée se cachait l'une des plus puissantes dynasties hôtelières du pays. L'histoire commence en 1939 à Voorschoten, près de La Haye. Cette année-là, Martienne van der Valk et son épouse Ries rachètent un petit établissement qu'ils transforment progressivement en hôtel-restaurant. Le succès est immédiat. Après la guerre, le modèle se développe à travers tout le pays. Les enfants, puis les petits-enfants, ouvrent à leur tour leurs propres établissements. Au fil des décennies, le nom Van der Valk devient une marque nationale. Dans les années 1980 et 1990, l'empire explose littéralement. Les hôtels se multiplient le long des autoroutes néerlandaises. Le toucan coloré devient l'un des logos les plus connus du pays. La famille Van der Valk incarne alors une certaine idée de la réussite néerlandaise. Le travail, l'argent, la discrétion, la solidité familiale. Mais derrière cette image parfaite, la dynastie est aussi traversée par une pression immense. Car chez les Van der Valk, tout le monde porte le même nom. Chaque mariage, chaque séparation, chaque scandale potentiel devient immédiatement une affaire familiale. La frontière entre vie privée et image publique disparaît peu à peu. Dans le sud des Pays-Bas, près de Nuland, plusieurs membres de la famille dirigent des établissements prestigieux. Nuland devient l'un des centres névralgiques du clan Van der Valk. C'est là que gravite une partie des héritiers de la dynastie. Parmi eux, Nico van der Valk. Discret, réservé, très éloigné des figures médiatiques flamboyantes de la famille, Nico travaille dans l'univers hôtelier familial depuis des années. Avec son épouse Corrie van der Valk, il mène en apparence une existence stable et confortable. Le couple vit à Nederhasselt, dans une grande propriété située au calme, au milieu de la campagne néerlandaise. Vu de l'extérieur, tout semble parfaitement ordinaire. Une grande maison, une famille nombreuse, 6 enfants. Le nom Van der Valk, la réussite. Mais derrière les façades impeccables et les restaurants prospères, quelque chose commence lentement à se fissurer. Au fil des années 1990, Corrie s'éloigne progressivement du monde dans lequel elle a vécu pendant des décennies. Pendant que la dynastie continue de prospérer, elle semble chercher autre chose. Une autre vie, un autre rythme, une autre version d'elle-même. Et dans cette famille où tout le monde se connaît, où tout se voit, où le nom Van der Valk pèse sur chaque existence, cette évolution commence à inquiéter certains proches. Car chez les grandes familles connues, les disparitions ne commencent pas toujours par un départ. Parfois, elles commencent par un silence.
Épisode 2/12, le mariage fantôme. Dans la campagne calme du Gelderland, loin des grandes routes et des enseignes lumineuses des hôtels Van der Valk, la propriété de Onsburg semble figée dans une tranquillité parfaite. La maison est grande, élégante, isolée. Une demeure bourgeoise typique des familles néerlandaises aisées des années 1990. Derrière les arbres et les longues allées silencieuses, rien ne laisse deviner que le couple qui y vit ne forme déjà plus vraiment un couple. Corrie et Nico van der Valk ont 6 enfants. Pendant des années, ils ont représenté une image rassurante de stabilité familiale. Lui travaille dans l'univers hôtelier lié à la dynastie van der Valk. Elle évolue dans cet environnement familial immense, structuré autour du nom, des habitudes et d'une certaine idée de la réussite sociale néerlandaise. Mais au fil du temps, leur relation se dégrade lentement. Sans explosion, sans scandale public, sans divorce spectaculaire. Leur mariage s'efface progressivement dans le silence. Officiellement, Corrie et Nico sont séparés de table et de lit. Une formule ancienne, presque froide, qui décrit parfaitement ce qu'est devenu leur vie quotidienne. 2 personnes vivant encore sous le même toit, mais déjà séparées émotionnellement depuis longtemps. À Onsburg, chacun mène désormais sa propre existence. Les chambres sont séparées, les habitudes aussi. Ils continuent à partager la même maison, mais de moins en moins la même vie. Dans cette immense propriété devenue presque trop calme, les conversations se réduisent au strict minimum. Corrie ne raconte plus réellement ses journées. Nico semble ignorer une partie croissante de ce que vit son épouse. Certains proches auront plus tard l'impression qu'ils étaient devenus des étrangers, cohabitant dans une même maison. Et pourtant, rien ne semble assez grave pour provoquer une rupture définitive. Le couple reste là, immobile, enfermé dans une sorte d'équilibre silencieux. Autour d'eux, la dynastie Van der Valk continue de prospérer. Les hôtels se développent, les restaurants tournent à plein régime. Le nom familial conserve son prestige dans tout le pays. Mais à l'intérieur de la maison de Nederhasselt, l'atmosphère devient de plus en plus étrange. Corrie change progressivement. Elle voyage parfois seule. Elle développe de nouveaux centres d'intérêt. Elle semble chercher autre chose. Nico, lui, reste discret, réservé, peu bavard. Il continue à vivre dans ce quotidien devenu mécanique. Plus tard, plusieurs journalistes néerlandais décriront un homme semblant dépassé par l'évolution silencieuse de son épouse. Le plus troublant, c'est peut-être l'absence de conflits visibles. Pas de cris, pas de violence connue, pas de scènes spectaculaires. Seulement une distance immense qui s'est installée au fil des années. Comme si Corrie avait déjà commencé à quitter cette vie, bien avant de disparaître réellement. Dans les grandes familles connues, les apparences restent souvent intactes jusqu'au dernier moment. Les repas de famille continuent, les anniversaires aussi. Les hôtels accueillent leurs clients. Le nom Van der Valk reste associé à la réussite. Mais derrière certaines portes, des vies entières sont parfois déjà en train de s'effondrer dans le silence. Et à Onsburg, ce silence devient peu à peu le véritable centre du couple Van der Valk. Épisode 3/12, les secrets de Nederhasselt. À mesure que les années 1990 avancent, quelque chose change dans la maison de Nederhasselt. Pas un événement brutal, pas une dispute publique, pas une rupture officielle, plutôt une lente transformation invisible.
La propriété de Ronsburg reste calme, élégante, parfaitement entretenue. Autour de la maison, la campagne du Gelderland semble immobile. Les arbres, les routes humides, les champs traversés par le vent d'hiver donnent à l'endroit une atmosphère presque hors du temps. Vu de l'extérieur, rien ne semble avoir changé dans la vie des Van der Valk. Mais à l'intérieur de la maison, Corrie paraît s'éloigner progressivement de son ancienne existence. Elle voyage seule de plus en plus souvent. Elle développe de nouveaux centres d'intérêt. Le yoga, les médecines naturelles, la spiritualité. Des univers très éloignés du quotidien traditionnel de la dynastie Van der Valk. Pour certains proches, Corrie semble simplement chercher davantage de liberté. Pour d'autres, cette évolution devient plus mystérieuse. Car elle commence aussi à garder certaines choses pour elle. Des activités, des projets, des pensées. Même Nico paraît ignorer une partie croissante de ce que vit réellement son épouse. Plus tard, plusieurs journalistes néerlandais décriront un couple vivant dans deux réalités parallèles. Officiellement, Corrie et Nico partagent toujours la même maison. Mais émotionnellement, une distance immense s'est installée entre eux. Les enfants sentent eux aussi que quelque chose change. Pas forcément un danger, plutôt une absence progressive. Comme si Corrie devenait de moins en moins accessible. Dans cette grande propriété silencieuse, les conversations raccourcissent. Les habitudes deviennent mécaniques. La maison continue de fonctionner normalement, mais l'atmosphère paraît de plus en plus froide. Et Corrie semble déjà mentalement ailleurs. Elle change aussi physiquement. Elle soigne davantage son apparence. Elle veut reprendre le contrôle de son image, de son rythme, de sa vie personnelle. À certains moments, elle donne l'impression d'être engagée dans une transformation intérieure que personne autour d'elle ne comprend complètement. Une phrase revient plusieurs fois dans les témoignages recueillis après sa disparition. « Je vais réorganiser ma vie autrement ». Cette déclaration intrigue énormément ses proches. Parle-t-elle d'un simple changement personnel ? D'un nouveau départ ? D'une rupture avec la vie qu'elle menait jusque-là ? Personne ne le sait encore. Mais à Nedre-Hasselt, la sensation devient de plus en plus étrange. Comme si Corrie était encore présente physiquement, tout en disparaissant lentement du monde Van der Valk. La maison elle-même finit par prendre une dimension presque symbolique. Une immense demeure calme, confortable, protégée du regard extérieur, mais qui ressemble de plus en plus à une cage silencieuse. Et dans cette atmosphère figée, Corrie paraît chercher une porte de sortie invisible. Non pas contre quelqu'un, mais contre une existence entière devenue trop étroite pour elle. C'est peut-être cela qui trouble le plus ceux qui l'entourent à la fin des années 1990. L'impression qu'avant même de disparaître réellement, Corrie Van der Valk avait déjà commencé à s'effacer doucement de sa propre vie. L'envers de l'affaire. Plongé au cœur de la mécanique du crime.